Tu recules un petit peu, que mes pieds sont dehors. Ok. Tourne la tête vers moi. Tu as mal. Et, mais dans la journée, non. Ça te gêne plus maintenant pour marcher, pour faire du golf, pour s'occuper de ton fils. Kristen, c'est un miraculé quand même. Hein. Lorsqu'il a eu son accident, il était considéré comme décédé. Donc, là, je te l'ai jamais dit, Chiro, mais... Ah mais si, je le savais. Ah bah attends... Le chirurgien m'a même demandé de demander à la famille si on pouvait envisager de faire don de ses organes. Ça, je ne le savais pas, par contre. Donc on a décidé par téléphone de quand même le maintenir en se disant que c'était jamais perdu. Puis on a eu raison. Ouais. Le chirurgien, c'est vrai qu'il m'a annoncé une mort quasiment certaine. Il ne m'a pas caché, le neurochirurgien, qu'il y avait une chance sur 100 qu'il survive. Ouais. Mais qu'il survivrait dans un état certainement végétatif. Et donc, moi, je n'ai rien entendu de tout ce qu'il m'a dit. Ce que j'ai voulu, c'est qu'il survive. Et on s'est battus comme des fous, tous pour ça. Donc, le résultat est là. Il y a 5 ans, un accident de voiture a plongé Kristen dans un coma de 6 semaines. Il est revenu à la vie, mais avec de très nombreuses séquelles qui lui ont valu 1 an de séjour dans un centre de rééducation. Kristen est rentré à la maison il y a 3 ans pour vivre avec sa femme chez Erazade. Avant son accident, il était footballeur professionnel, 36 fois international danois. Kristen a gagné la Coupe de l'UEFA avec un club hollandais. Il a terminé sa carrière comme entraîneur de Nîmes Olympique en 85. Premier joueur national. International, on dit d'ailleurs. C'est quelle équipe, ça? Ça, c'est l'équipe nationale du Danemark. Elle est où, l'équipe nationale du Danemark? Ben là, on voit, c'est préparé. Tiens, ça, c'est toi, là. On reconnaît tes jambes marquées. C'est toi. Regardez s'il était beau gosse, quand même. Hein. C'était dans les années... Dans quelles années c'était, Kristen, ça? Tu te souviens? C'était... 81... Ouais, c'est ça. Il s'est pas trompé, hein. Hier, il s'était trompé, hein. Pourquoi il se trompe d'habitude? Ouais, hier, il avait dit 72, 73. Ouais. Ça, c'est prendre de mémoire? Ben oui, hein. La mémoire à moyen terme ne fonctionne pas super bien. Kristen a aussi des troubles de l'équilibre depuis son accident et son coma. Alors, il suit des séances de rééducation avec un kinésithérapeute pour essayer de retrouver son adresse de sportif. Tu nous fais une démonstration de ce que tu sais faire? Ouais. Avec 3 séances de 2 heures chaque semaine, Kristen retrouve lentement le sens de l'équilibre. À la maison, tout devient prétexte pour s'entraîner encore. Parce que moi, il faut toujours faire attention à l'équilibre. Comme on a parlé avec le kiné ce matin, équilibre avec 2 pieds. Et ici, c'est fait l'entraînement pour pas perdre l'équilibre. En plus, s'il tombe dans l'eau, il va être obligé de nager. Non. Mais tout ce qu'il peut faire, je lui fais faire, ça c'est clair. Hein. Pourquoi? Parce qu'à défaut d'avoir une vie sociale et une vie professionnelle, eh ben, il faut qu'il ait des tâches à accomplir à la maison pour se sentir utile. Ça, c'est très important pour son moral. Alors, je vais continuer. Et là, il a beaucoup progressé, par exemple, dans le nettoyage. Parce que là, c'est ordonné. Il a commencé par là-bas, puis il a fait le tour. Il est arrivé ici. Alors qu'il y a 3 ans, Kristen, même il y a 3 ans, tu aurais commencé là-bas, puis après tu serais venu là, puis après tu serais venu là, puis tu m'aurais dit j'ai fini. Bon coup, non? Ouais, merci. Tout droit vers le drapeau. Vous voyez, il apprécie encore. C'est l'œil du connaisseur encore. Super. Eric, c'est un grand ami aussi à Kristen, qui l'a beaucoup aidé Super. du début jusqu'à maintenant. Ouais. Très bien. Ça me fait plaisir à voir. Je suis allé vite, hein, j'ai pris l'avion. C'est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Tu as recommencé à jouer comment je l'ai vu partir de 0, ça veut dire qu'on pensait qu'il était... Enfin, il était en fait entre la vie et la mort. Donc, le voir aujourd'hui avec nous sur les greens, ça fait un plaisir immense, quoi. Apparemment, il a envie de jouer, là. Non, son handicap, il est quand même de plus en plus léger. Enfin, nous, on le voit. Il est quand même handicapé, hein. Oui, c'est comme ça. Tu sais, quand tu le vis au quotidien, c'est différent que quand tu le vois sur un parcours de nous, golf. on voit quand même ses progrès. Ce qu'il fait là, c'est quand même remarquable. Regarde, oui, mais pour une épouse, c'est pas évident, tu sais. Ah, mais c'est pas les mêmes... Oui, il faut faire le deuil. Cette passion pour le golf, ça l'a complètement sauvé. Il s'est accroché à ça. Il a voulu progresser, il a voulu retrouver le niveau qu'il avait avant. Le niveau qu'il avait avant, il l'aura jamais plus. Mais cependant, ça a été un fil conducteur et ça a été son leitmotiv.
Bien joué, Christine. Superbe. Non, c'est bon, on va se reposer, Christine. On va te reposer, c'est bon. Il ne se repose pas, après il est irritable, il devient confus et il devient désagréable. Donc c'est important pour sa santé, son humeur, pour avoir une vie de famille normale. Alors mon tigre, tu es prêt? Oui. Hein? Ouais. Qui commence? Moi. Toi, tu commences. Bien joué, mon fils. T'as pas vu ce coup, hein? Pas vu ce coup, Christine? Une seule fois, j'ai gagné une partie. Il y avait un pion où il pouvait le jouer. Il a joué un autre pion. Et après j'ai dit, ah, il a oublié. Et après j'ai mangé son roi. 6 mois après l'accident, il était complètement incapable de faire un puzzle d'un enfant de 5 ans. C'était effrayant, c'était effrayant. Son fils était plus évolué que son père à l'âge de 3 ans. Non. On savait plus qui était le père, puisque c'était l'enfant qui protégeait le père. Pas de cadeau, hein? Aujourd'hui, quand même, la balance est rétablie. C'est lui le père. Ça, c'est clair. C'est lui qui décide. C'est pas son fils. Et c'est lui qui apprend à son fils, même s'il est stimulé par le petit. Voilà, tournage anime de Jean-Baptiste Clavry. Donc Christelle ne peut pas nous suivre. Il regardera l'émission, vous lui montrerez l'émission, il souhaitera la voir, vous pensez? Il vous l'a dit? Ben là, c'est-à-dire qu'il croit que je suis à Copenhague. Parce que, bon, il s'est rappelé quand même qu'il avait été filmé. Et il était assez confus donc, ces derniers jours. Mais il se rappelait qu'il y avait 3 journalistes qui étaient venus à la télévision. Mais il ne se souvenait plus, il avait un vague souvenir qu'il avait été filmé. Et je lui ai dit, tu sais que je pars pour l'émission de télévision. Il m'a dit, oui, je me rappelle que tu pars à Copenhague. Enfin, il est danois. Hein. Oui, mais enfin, bon, c'est pas trop mal. C'est une capitale, donc Paris, Copenhague. Parce que mon mari est danois. Ouais. Vous nous avez dit qu'à la fin de son coma, vous avez eu avec lui un échange très intime. À la toute fin de son coma, un échange très particulier, très fort, très intime, je ne sais pas à quel point, donc je ne sais pas ce que vous pouvez nous raconter, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui avais dit que je ne voulais pas qu'il meure et qu'il fallait survivre coûte que coûte et qu'il fallait se battre. Et il a versé une larme. Et pour moi, ça, c'était extraordinaire parce qu'il n'avait pas d'émotion jusqu'à présent. Il n'avait jamais eu d'émotion. Il restait très livide. Et j'ai appelé les médecins et je lui ai dit, mais là, il a une émotion, donc à mon avis, il comprend. Et les médecins m'ont dit, non, vous savez, on leur met des produits dans les yeux. Peu importe. Moi, ce que j'ai senti, c'était que c'était une émotion. Il y a eu un autre moment très fort quand il était en centre de rééducation, dans le service du professeur Pellissier et Ange Albert, où on s'est très très bien occupé de lui. Je lui avais posé des questions, il parlait très difficilement, et je lui avais posé la question s'il se rappelait de son accident. Il était resté comme terrorisé, il me regardait les yeux écarquillés, il ne disait plus rien. Il parlait à ce moment-là? Non. Il ne parlait pas du tout. Quelques mots. Il fallait s'approcher parce qu'il n'avait plus de souffle. Il avait une corde vocale paralysée et puis il avait eu une trachéotomie quand même. Et donc, il me dit, à un moment, il m'explique très péniblement qu'il a vu du sang partout. Et il s'est mis à pleurer, il est rentré dans une crise, je ne savais plus quoi faire. Donc, bon, j'ai essayé de le calmer et puis le neuropsychologue m'a dit qu'il ne fallait plus jamais parler de ça avec lui. Donc, on n'en a plus jamais reparlé et d'ailleurs, il n'a jamais abordé ce sujet avec le neuropsychologue. Et vous souhaitez qu'il aille revoir un neuropsychologue aujourd'hui? Oui, parce qu'il a fallu que cette émission arrive parce qu'il n'accepte pas son handicap. Et il a fallu que cette émission ait lieu. Il a fallu qu'il ait cette crise d'épilepsie justement parce qu'il en a trop fait, parce qu'il veut trop être comme avant. Et ça, c'est pas possible, il ne sera plus jamais comme avant. Jean-Baptiste Clavry, qui était le journaliste de Ça se discute, qui est venu chez vous accompagner toute l'équipe technique, est revenu en disant que c'était un homme profondément attachant, ce dont on se rend compte dans le reportage, mais ce qu'il a ressenti, lui, il en est revenu quasiment scotché. De quelle manière est-il le même qu'avant et de quelle manière est-il un homme différent? Il a gardé sa gentillesse et puis sa générosité. Il va toujours vouloir aider les autres, ça. Et puis très positif, c'est quelqu'un de positif, même s'il a des moments de déprime. Et curieusement, c'est vrai que ce mental lui sert, mais lui dessert aussi quelquefois, parce que
quand il va trop loin dans ce qu'il veut faire, il y a cette fatigabilité qui est envahissante et qui lui pourrit la vie, qui nous pourrit la vie, qui fait qu'il redevient confus, incohérent. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le laisser seul, parce qu'on ne peut pas lui faire confiance à 100%. Ça, c'est pas possible. Ça qui peut faire quel genre d'incartade, enfin pas de bêtises, hein, je veux dire, mais il y a quand même des choses dangereuses. Oui, par exemple, il y a 4 ans, il a essayé de se faire chauffer de l'eau dans la bouilloire, il met la prise, mais il n'y a pas d'eau dedans. Il va oublier de fermer des robinets, ça peut faire des inondations. Mais ça, c'est quand il est fatigable. Donc on va toujours veiller à cette fatigabilité pour éviter cette confusion. Attention, il est cohérent, il est intelligent, etc. Mais il a quand même des moments de fluctuance comme ça où il devient complètement incohérent. Et ça, c'est pas prévisible. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Elle est très très difficile à gérer cette fatigabilité. Par exemple, si on veut sortir le soir, il faut qu'il fasse une grosse sieste de 3-4 heures pour pouvoir s'assurer la soirée. D'accord. Et si on parle un peu de vous, parce qu'on a parlé donc du fait que vous avez traversé des périodes difficiles. Aujourd'hui, il est aidé par quelqu'un d'extérieur. Pendant une assez longue période, vous êtes occupé de lui. Vous avez arrêté d'exercer votre profession de prof d'éducation physique pour vous occuper de votre mari. Parlons maintenant de vous. Je veux dire, à un moment, vous êtes devenue infirmière, vous n'étiez plus tout à fait son épouse. Est-ce que ça a complètement modifié vos relations, ou est-ce qu'il reste, outre le sentiment amoureux quand même, évidemment qu'il reste un sentiment amoureux, mais est-ce qu'il reste aussi une relation de couple? J'ai compris toutes vos questions. D'abord, parce qu'il y en avait beaucoup. D'abord, on passe par plusieurs états d'âme. C'est-à-dire que moi, d'abord, quand il était dans le coma, je ne me posais pas de questions. Je ne me disais pas, est-ce qu'il sera comme avant? J'écoutais pas du tout les médecins. D'abord, je n'ai pas entendu, j'ai été hermétique. On m'a dit, vous savez, votre mari risque d'être dans un état végétatif, ses lésions sont très graves. Je voulais rien savoir. Moi, ce que je voulais, c'était qu'il survive. Je disais, on verra après. Puis effectivement, quand il a commencé à parler, a commencé à déambuler dans l'hôpital, là, on s'est rendu compte des dégâts, qui étaient quand même très importants, puisqu'il mélangeait toutes les langues, il était confus, il faisait sur lui, il savait plus, il y avait des troubles du comportement très très importants. C'est un frontal en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un frontal a toujours des troubles du comportement et des troubles de l'humeur et des fluctuances. Qu'est-ce que c'est un frontal? Frontal, c'est quelqu'un qui a eu un traumatisme crânien au niveau du front. D'accord. En plus, il n'a pas eu de chance parce que c'était frontal et pariétal. Donc, ce qui fait qu'au niveau du néo... il a eu les deux effets conjugués, quoi. Ah oui, et d'autant plus que c'était grave parce que pariétal, il y a la partie du néocortex qui chapeaute toutes les fonctions supérieures qui a été gravement touchée, et en plus frontal. Donc, il avait des séquelles. Vous êtes médecin? On m'a tout expliqué, j'ai tout écouté. Je ne pense pas que ce monsieur me contredira. J'ai tout écouté et on m'a bien expliqué et j'étais très attentive à ça. Je ne m'intéresse pas à la médecine, mais je m'intéressais à ce qu'avait mon mari. Le couple? Le couple, au début, donc après, quand il a commencé à revenir à la maison les week-ends, parce qu'il avait des week-ends thérapeutiques, j'avais demandé, quand ses fonctions vitales étaient épargnées de danger, j'avais demandé s'il pouvait venir à la maison. Donc il venait le week-end. Et là, j'ai commencé à me rendre compte des grosses confusions et de toutes les apraxies gestuelles qu'il avait. Il ne savait plus rien faire. Il ne savait plus s'habiller, il ne savait plus mettre un couvert. Tout ça, il a fallu réapprendre. Il a oublié toutes les règles sociales, il a fallu tout réapprendre. Et moi, je me disais, de toute façon, avec la rééducation, il redeviendra comme avant, parce que déjà, il a fait des progrès. Et ça a été dur parce que, après, il a fallu accepter. Et j'ai accepté il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans, j'ai dit, c'est fini, il ne sera plus jamais comme avant, donc il faut faire le deuil. Et le deuil se fait progressivement. Le deuil de votre amour passé, le deuil de votre relation passée? Le deuil de notre amour passé, de notre relation passée. Mais c'est un double deuil, parce qu'il faut aussi que je fasse le deuil de la personne que j'étais avant. Ce n'est pas que son deuil à lui. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais vous l'aimez encore avec un sentiment amoureux? Ah, bien sûr, mais ce n'est pas du tout le même amour. C'est un amour où il y a beaucoup plus d'affection, d'attention, de complicité. Je fais très attention à lui. Je suis un peu dure des fois avec ses copains, donc je leur casse un peu les pieds. Ils me trouvent chiante, mais c'est mon mari. Et... ouais, j'ai certains de ses copains qui me disent, mais fous-lui la paix, laisse-le vivre. Vous avez pensé à divorcer? Jamais. Jamais, jamais de la vie, parce que d'abord, on a un enfant. Et notre enfant est très heureux d'avoir son papa. Le papa, quand même, la fibre paternelle est toujours présente, donc il a un rôle à jouer. Il a cette responsabilité numéro 1, parce que des responsabilités, il n'y en a pas beaucoup. Personne ne lui en donne, parce que personne ne lui fait confiance, il faut dire la vérité. Mais ça, je suis très heureuse que mon mari soit vivant, au moins pour mon fils. Et s'il n'y avait pas eu d'enfant? Ah, mais moi, je suis honnête. Je pense que s'il n'y avait pas eu d'enfant, je pense que ça aurait été extrêmement dur pour moi.
Et pour lui aussi. Il faut dire la vérité. Et pour moi, pour l'avoir expérimenté justement dans une situation sans enfant, je peux vous dire que c'est un abandon. Et je trouve ça, excusez-moi du terme, presque dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Mais je ne vous ai pas dit que je le quitterais. Je vous ai dit que ça serait extrêmement difficile. Moi, vous savez, quand j'étais en milieu hospitalier, tous les médecins, sans exception, m'ont dit « Madame, un traumatisé crânien aussi grave que le vôtre, ça ne reste pas à la maison, ça va dans un centre. » Et moi, je me suis obstinée, j'ai dit « Il n'ira jamais dans un centre. S'il va dans un centre, moi aussi, je meurs. » Et je me suis battue, et il est à la maison. Et Nicolas. Il est très bien à la maison. Nicolas. Nicolas. Mais en fait, c'est vrai que les circonstances dans mon cas ne sont pas les mêmes que celles que vous venez d'exposer, dans la mesure où je n'aurais jamais dû terminer dans un centre, enfin peut-être au départ, mais par la suite j'ai quand même suffisamment récupéré pour pouvoir être autonome. Mais je trouve quand même que quand on aime quelqu'un, a priori avant un accident, même s'il doit advenir un accident, a priori si on l'aime, on lui reste fidèle. On ne l'abandonne pas au bout de 4-5 ans. Oui, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. C'est pas une question d'abandonner quelqu'un, c'est une question que si on n'est pas organisé, nous, si on n'a pas la tierce personne, moi je vis au rythme de mon mari et je ne peux pas vivre à son rythme, je n'ai pas 80 ans. Moi, je l'ai fait pendant 1 an et demi, j'ai fait de la dépression nerveuse et je ne pouvais plus m'occuper de mon fils. On n'avait pas l'argent pour payer les tierces personnes. Moi, j'étais tout le temps bloquée à la maison. J'avais plus de vie sociale, j'avais plus de vie professionnelle. Aller faire les courses, c'était compliqué. Vous avez une vie amoureuse, oui. une vie physiquement amoureuse? On a une vie affective, on va dire. Oui. Vous êtes amoureux actuellement? Non, pas vraiment. Enfin, même pas du tout. Merci pour elle. Mais... Oui, non, mais au sens où je ne suis pas amoureux. Mais j'ai un sentiment amoureux pour une femme, mais je ne la connais pas encore. Ah bon? Ça paraît, encore une fois, on va me prendre pour un détraqué psychique, ce qui me dérange quand même dans une certaine mesure. Mais depuis 10 ans, vous avez eu une vie amoureuse, une vie sexuelle? J'ai eu une relation intime avec une personne, la première personne avec mon ex-futur conjoint, une fois, ce qui n'a pas donné grand-chose. Et j'ai embrassé une fois dans ma vie une femme. Quand vous dites une fois dans votre vie? Une fois dans ma vie depuis le... Mais non, mais c'est pas par hasard si vous dites une fois dans votre vie. Non, mais tout à fait. Dans votre nouvelle vie? Dans ma nouvelle vie, j'ai embrassé une fois une femme. C'est peut-être pas lié à votre handicap, monsieur. Moi, je connais des gens qui n'ont pas vraiment de relation aussi amoureuse depuis longtemps. Donc, et que c'est pas forcément lié à votre handicap. Hein. Non, mais il attend le grand amour, Nicolas. C'est vous qui faites une fixation sur votre handicap, peut-être aussi. Non, mais c'est possible, c'est bien pour ça que je dis que je ne suis pas totalement sorti du coma. Il me reste encore 5 ans. Enfin, vous voyez que... C'est ce que vous ressentez, vous. C'est ce que vous ressentez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que monsieur se souvenait de rien de ce qui s'était passé dans sa vie avant ce coma. Donc ça veut dire qu'il avait totalement occulté les 28 premières années de sa vie et qu'aujourd'hui, quand on vous demande votre âge, vous répondez que vous avez... j'ai pratiquement 10 ans, effectivement. J'ai 10 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu vous expliquer ce qu'est une voiture, ce qu'est une douche, ce que sont les impôts, enfin toutes ces petites choses qui constituent la vie des grandes personnes. Oui, mais c'est revenu très très rapidement, en l'espace de quelques mois, puisque j'ai, entre autres, j'ai quand même déjà repassé une licence en droit. C'est fabuleux, ça. De sorte que j'ai quand même récupéré rapidement les fonctions intellectuelles. Pas mal. Mais au départ, c'est vrai que je me souviens encore, j'ai mon casier. 6 semaines de coma, hein. Oui. 6 semaines de coma. Je continue. Est-ce que vous travaillez à redevenir celui que vous étiez? C'est assez intriguant, ça. Ou essayer de vous épanouir dans celui que vous êtes devenu? Je suis redevenu en paix avec mon environnement et avec moi-même le jour où j'ai compris, où j'ai accepté, où je vis avec l'idée que je ne serai plus jamais celui que j'aurais dû être. Parce que ce n'est pas la recherche du passé, c'est la recherche d'un Nicolas, c'est mon prénom, d'un Nicolas potentiel, celui qui aurait dû être un grand agent de direction, un grand cadre supérieur, peut-être même davantage, je n'en sais rien. Celui qui a vu s'abîmer son ascension sociale à cause d'un accident, ce qui ne vous a pas empêché de reprendre des études, mais sans pouvoir atteindre le niveau que vous auriez atteint, Nicolas, si vous n'aviez pas eu cet accident. Exactement. À partir du moment... Vous arrivez à faire le deuil de ça, peu à peu? J'ai l'impression que je suis en train de le faire. Il n'est pas totalement achevé dans la mesure où je ne parle pas de la chose sans une certaine animosité.
Une question concernant cette fois-ci la sortie de coma. Les premiers mois, quand on évoquait, parce que c'est revenu assez vite, hein, les impôts, la pompe à essence, les voitures, tout ça, tout le reste. En revanche, les visages, les personnes que vous aviez rencontrées, c'est pas revenu. Non, ça, c'est pas revenu. Mais votre père et votre mère non plus? Non, non, mon père et ma mère non plus. Vous êtes sûr que c'est votre père et votre mère aujourd'hui? Non, mais en fait, ça, c'est certain, c'est revenu par la suite. Ah oui. En construction. Mais les premières semaines, rien du tout. Mais en construction ou en souvenir réel? Mais en souvenir réel, je n'ai pas... J'ai réactivé un seul souvenir réel. C'est encore un peu anecdotique. La première fois de ma vie que j'ai roulé au tracteur chez mon grand-père. Ça, je suis sûr, je me revois encore au volant de ce tracteur quand j'avais 5-6 ans. Ça fait donc plus de 30 ans. Ça, je me revois, ça, je suis certain que c'était moi à ce moment-là. Vous, c'est la pompe à essence, le tracteur, c'est très mécanique, vos souvenirs. Oui. Ouais. Vous avez une passion pour les voitures, les motos Non, mais en fait, avant d'avoir fait des études intellectuelles, je voulais devenir ingénieur en travaux publics. Et je roulais, enfin, je faisais du tracteur avec mes petites automobiles quand j'avais 4-5 ans et ça m'est resté toujours. Et ça, vous vous souvenez de l'avoir vécu et on vous a confirmé que ça a réellement existé? Oui, oui, ça j'ai retrouvé. Les premiers mois après la sortie du coma, Nicolas, quand on vous parlait de choses qui sont évidentes pour tout un chacun et que vous n'arriviez pas à les ressentir, vous réagissiez comment? Ça vous énervait? Quand vous disiez, mais tu te souviens de moi et que vous vous souveniez de rien, vous étiez dans quel état? Non, mais en fait, ça énerve profondément de voir quelqu'un qui veut absolument que vous soyez comme lui. Il voudrait, comme lui se représente la personne qui est en face de lui. Mais vous, le fait de ne pas reconnaître les gens qui vous parlaient, non, ça, quand je dis ça énerve, ça m'énervait tout simplement. À vous, oui. Parce que la première des choses, c'est que moi, mon coma de 6 semaines, c'est quelque chose que les autres ont possédé, dont ils peuvent parler, qu'ils ont vécu en souffrance, en espérance, etc. Moi, je regrette, c'est le vide. Moi, je ne me souviens, à part éventuellement cette histoire de lumière et de points obscurs qui foncent sur moi, je ne me souviens de rien d'autre. Et c'est profondément attristant de voir que les autres, l'environnement, peuvent posséder 6 semaines de votre existence et que vous n'en savez rien. 6 semaines de façon certaine, presque 28 ans également, puisque j'ai peu de souvenirs affectifs